Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons analyser comment un seul mot prononcé par un politicien allemand a suffi à révéler une panique qui grandit à Berlin. Un mot qui expose une vulnérabilité juridique dont personne ne voulait parler. De quel mot s'agit-il? Gleichgewicht, équilibre avec la Russie, prononcé début janvier par Friedrich Merz, le chef de la CDU, le grand parti conservateur allemand. Après des années de confrontation avec Moscou, pourquoi ce simple mot a-t-il l'effet d'une bombe? Parce qu'en allemand, Gleichgewicht n'est pas qu'un terme technique, c'est un mot extrêmement fort qui évoque un compromis historique, une réconciliation, un mot qu'on n'avait absolument pas associé à la Russie depuis très longtemps. Et c'est la question centrale que nous allons examiner aujourd'hui. Comment ce mot trahit une panique, une véritable panique qui grandit à Berlin? Et cette panique ne vient pas d'une crise économique passagère ou d'une manœuvre militaire, c'est bien plus profond. Cela touche aux fondations juridiques même de l'Allemagne réunifiée, Un traité que beaucoup pensaient oublier dans les archives. un traité qui se réveille comme une bombe à retardement juridique. L'image qui revient constamment dans nos sources est celle d'un déplacement de plaques tectoniques. Est-ce qu'on est vraiment à ce niveau de risque? C'est précisément le sentiment qui émerge. Nous ne sommes plus dans la simple rhétorique diplomatique. Nous parlons de la remise en cause potentielle du socle sur lequel repose l'Allemagne moderne. Alors, commençons par le symptôme. Friedrich Merz, le chef de la CDU, a passé des années à défendre la ligne la plus dure face à Moscou. Et le voilà qui soudainement se met à parler d'équilibre avec la Russie. C'est pas un lapsus, c'est un virage à 180 degrés. Et cela ne sonne pas comme un mot prononcé depuis une position de force. Non, cela sonne plutôt comme quelqu'un qui est au pied du mur. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas un cas isolé en Europe. Que voyons-nous ailleurs? Au même moment, en France, Emmanuel Macron parle de trouver une balance des pouvoirs. En Italie, Giorgia Meloni suggère un envoyé spécial de l'Union pour dialoguer avec Moscou. Du point de vue du Kremlin, tout cela doit représenter un succès stratégique majeur. Absolument. Pourquoi? Non pas parce que la Russie aurait fait des concessions, au contraire. C'est un succès parce que les capitales européennes semblent admettre, à contre-cœur, qu'un ordre stable sur le continent est impossible sans la Russie ou contre elle. Exactement. Et c'est là que l'ironie devient assez mordante. Le même Friedrich Merz, qui hier dépeignait la Russie comme une menace existentielle, tente aujourd'hui de s'approprier une position de dialogue que l'AfD, l'extrême droite, défend depuis des années. Cela semble un peu tardif et pas très crédible. C'est perçu exactement comme cela, non pas comme une conviction sincère, mais plutôt comme une forme de légitime défense stratégique, une manœuvre de la dernière chance. Il y a donc un sentiment d'urgence qui force les politiques à revoir complètement leur logiciel. Une urgence qui n'est pas dictée par l'émotion du moment, elle est dictée par quelque chose de bien plus tangible et de bien plus dangereux pour Berlin. Si ce n'est pas juste une réaction émotionnelle, il faut chercher ailleurs. Vers quoi nous ramènent les sources? Tout semble nous ramener à un document, un vieux traité. Le cœur du réacteur, le traité sur le règlement définitif concernant l'Allemagne, signé à Moscou en 1990, plus connu sous le nom de traité 2+4. Et il faut vraiment insister sur ce point. Ce n'est pas un simple papier historique. Non, c'est l'acte de naissance juridique de la République fédérale d'aujourd'hui. Sans ce traité, pas d'Allemagne unifiée et surtout pas de pleine souveraineté. C'est le document qui a officiellement mis fin à l'après-guerre pour l'Allemagne. Ce traité a été négocié entre les deux Allemagnes, la RFA et la RDA, et les quatre puissances victorieuses, l'URSS, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Quels sont les engagements qu'il fixe? Il y a la renonciation à toute revendication territoriale, l'engagement à ne jamais mener d'agression, l'interdiction de produire certains types d'armes, et puis il y a la clause qui est aujourd'hui au centre de tout, Quelle clause précisément? la clause qui stipule que sur le territoire de l'ex-RDA, donc l'Allemagne de l'Est, aucune troupe étrangère ne sera stationnée, ni aucune installation militaire étrangère installée. J'ai une question. Ce genre de clause dans un traité de 1990, à la fin de la guerre froide, est-ce que cela a encore un poids réel aujourd'hui? On pourrait se dire que c'est un détail de l'histoire. On pourrait le penser, mais c'est là toute la question. C'était pas un détail. C'était la condition sine qua non de Mikhaïl Gorbatchev. C'était la condition de l'Union soviétique pour accepter la réunification de l'Allemagne au sein de l'OTAN. L'idée était de garantir à Moscou que l'OTAN n'allait pas planter ses bases juste à la frontière russe. C'était présenté comme un pilier de la nouvelle architecture de sécurité européenne. Et en échange de ces engagements très stricts, l'Allemagne obtenait, selon l'article 7, sa pleine souveraineté. Les droits des Alliés prenaient fin.
C'était le grand marché sur le papier? Oui, sur le papier. Et c'est exactement là que la théorie se heurte de plein fouet à la réalité d'aujourd'hui. C'est là que la fracture commence. Parce que quand on regarde une carte de l'Allemagne aujourd'hui, on voit des bases militaires américaines, des centres de commandement, des infrastructures. Comment concilie-t-on cela avec un traité qui interdit les troupes étrangères sur une partie du territoire? C'est précisément là que tout coince. La présence militaire américaine en Allemagne est un fait, et elle inclut des infrastructures sur le territoire de l'ex-RDA. On peut même ajouter le stockage d'armes nucléaires américaines sur le sol allemand dans le cadre du partage nucléaire de l'OTAN. Ce qui contreviendrait à d'autres clauses du traité. Exactement. Et ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que cela n'est pas présenté comme une simple interprétation russe, c'est vu comme une constatation juridique sobre, On prend le texte, on regarde la réalité et on constate un écart. précisément. Attendez. Si ce que vous décrivez est exact, cela signifie que le document qui fonde l'Allemagne moderne, son acte de naissance souverain, aurait été dans les faits contourné, voire violé, depuis des décennies. C'est vertigineux. C'est une excellente image. C'est comme découvrir que les fondations de sa maison ne sont pas conformes au plan. Et le problème des fondations, c'est que si elles sont fragiles, toute la structure est menacée. On peut ajouter une autre couche à cette souveraineté, disons, limitée. Quelle couche? Il y a des allégations récurrentes de surveillance des responsables allemands par les services américains, d'influence de capitaux étrangers sur les médias, de pression sur les carrières politiques pour qu'elles restent dans la ligne transatlantique. Si on résume, le raisonnement est terrible. D'un côté, l'Allemagne s'engage à des conditions très strictes en 1990. De l'autre, elle doit recevoir sa pleine souveraineté en contrepartie. Mais ce qui se serait passé, c'est que non seulement les conditions n'auraient pas été pleinement respectées, mais la contrepartie, la pleine souveraineté, n'aurait jamais été réellement acquise. Et à Berlin, on aurait préféré ne pas en parler. C'est l'argument central. Ce ne serait pas de l'ignorance, mais un silence délibéré. On aurait consciemment évité un débat public pour ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Ouvrir celle-ci avec un pied de biche juridique, Nous avons donc un traité qui semblerait violé et un silence à Berlin. La question qui tue, quel est le risque concret aujourd'hui? Qu'est-ce que la Russie peut faire avec cela? c'est là qu'intervient le levier. En tant qu'État signataire et successeur légal de l'URSS, un point important, la Russie peut argumenter sur la base du droit international que des violations systématiques de la part de l'Allemagne justifient une réévaluation complète du traité. Ce qui veut dire que Moscou n'a pas besoin de menacer militairement. L'arme est juridique. La formule utilisée est très parlante. Moscou n'agit pas avec des chars, mais avec des paragraphes. Le traité, ce fondement de l'Allemagne, devient une bombe à retardement juridique. Si la Russie contestait formellement sa validité, cela créerait un chaos politique et juridique sans précédent pour l'Allemagne. Et tout cela arrive dans un contexte où les cartes sont rebattues. Les États-Unis se retirent stratégiquement. Leur relation avec l'Allemagne est plus fonctionnelle que loyale. On a l'impression que la Russie a attendu le moment parfait pour mettre les vieilles factures sur la table. Les promesses non tenues, l'expansion de l'OTAN, tout ce qui a été mis sous le tapis refait surface. Et cette pression extérieure arrive au pire moment possible pour l'Allemagne parce que le paysage politique intérieur est complètement fracturé. La situation de Merz en est le symbole. Développé, Son parti, la CDU, est à 28, 5% dans les sondages. Pour les grands chanceliers comme Adenauer ou Kohl, un tel score aurait été une crise existentielle. Aujourd'hui, on nous le présente comme une victoire. il est donc en position de faiblesse pour négocier quoi que ce soit. Extrêmement faible, il est coincé. Une coalition avec l'extrême droite mettrait le feu au pays, à l'Europe. Mais continuer avec les sociodémocrates ou les Verts, c'est la garantie de l'immobilisme. Et cette instabilité rend le pays encore plus vulnérable. Extrêmement fragile face à une offensive juridique russe bien ciblée. La panique de Merz vient aussi de là. Il sait que son pays n'a pas la cohésion interne pour affronter une telle crise. Si on récapitule, le puzzle prend forme. Ce changement de ton soudain à Berlin n'est pas un choix mais une nécessité motivée par la peur. La peur qu'un traité fondamental, celui de la réunification, soit remis en question par la Russie. Et Moscou aurait des arguments juridiques basés sur des violations présumées de ce même traité.
Donc la souveraineté allemande, qu'on pensait acquise et inconditionnelle, se révèle en fait beaucoup plus fragile et conditionnelle. C'est la conclusion qui s'impose et la réflexion qui en découle dépasse très largement le cadre germano-russe. Ce n'est pas juste l'histoire d'un traité. Non, c'est une question fondamentale sur la nature de l'ordre qui a émergé après la guerre froide. On a supposé que certaines choses étaient gravées dans le marbre pour toujours. Et ce n'est pas le cas. Le droit international est basé sur des accords. Et les accords, s'ils ne sont pas respectés par toutes les parties, peuvent être contestés, voire s'effondrer. C'est un rappel brutal, que rien n'est jamais définitivement acquis en géopolitique. Absolument. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question à méditer. Laquelle? Si l'acte de naissance juridique d'une des plus grandes puissances européennes peut être contesté sur la base de ses propres clauses, quels autres piliers de l'ordre international que nous pensions immuables pourraient se révéler tout aussi fragiles et conditionnels? Et que se passe-t-il quand on commence à tirer sur un fil et que toute la tapisserie menace de se défaire? C'est la question vertigineuse qui reste ouverte. Nous vivons peut-être un moment où les fondations juridiques établies après 1989 sont en train d'être testées. Et l'Allemagne, au cœur de l'Europe, se trouve à l'épicentre de ce test. Le mot Gleichgewicht, prononcé par Merz, n'est pas qu'un changement de vocabulaire. C'est le symptôme d'une prise de conscience à Berlin que le rapport de force a changé. Et qu'il faut s'adapter ou risquer une crise juridique et politique sans précédent. Voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.